Le vieux camion toussa et cala, son moteur finissant par rendre l'âme devant le fantôme d'une station-service pour le vétéran brisé James Vance. Cette ruine était l'insulte finale d'une vie marquée par la perte, mais le berger allemand à ses côtés, une créature dont il n'avait jamais voulu, ne regardait pas la décadence. Le regard de Max était intensément fixé sur un seul point du sol, comme s'il pouvait voir à travers le béton fissuré le secret de 200 millions de dollars qui pouvait non seulement changer sa vie, mais aussi le tuer. Merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Où avez-vous entendu cette histoire? Le troisième verre de whisky brûlait autant que le premier. C'était un feu familier, une punition bienvenue qui brûlait les souvenirs cachés dans les recoins sombres de son esprit. James Vance était assis dans la pénombre grandissante de son appartement exigu. Le liquide ambré s'étillait dans le seul rayon de lumière provenant d'un lampadaire qui brillait à travers la fenêtre poussiéreuse. C'était un homme dans la trentaine, mais son visage avait les traits rugueux et fatigués d'une personne beaucoup plus âgée. Sa silhouette grande et mince, autrefois sculptée par la discipline implacable des Rangers de l'armée, n'était plus qu'un ensemble d'angles saillants sous une chemise à carreaux bleu marine usée. Ses cheveux bruns, coupés courts par habitude, étaient parsemés de mèches grises au niveau des tempes, contrastant fortement avec le visage jeune qui lui souriait depuis une photo défraîchie posée sur la table. Sur la photo, deux soldats en tenue de combat souriant à la caméra, les bras passés autour des épaules l'un de l'autre. Le soleil afghan les baignait d'une lumière dorée. James et Ryan avant moi, avant le silence, avant que la culpabilité ne devienne un fardeau constant et étouffant. James leva son verre vers le visage souriant de la photo. Un toast à un esprit. Le whisky fit son effet, estompant suffisamment les contours du souvenir pour le rendre supportable. La sonnerie soudaine et stridente de son téléphone fut une intrusion brutale. Il l'ignora. Il sonna à nouveau, insistant, avec un soupir qui ressemblait à du regret et au goût d'alcool bon marché. Il le saisit sur le bord. L'écran indiquait Davies & Associates, l'avocat de la famille Vance. Il répondit d'une voix grave et rauque. « Monsieur James Vance ». La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, dénuée de toute chaleur. Elle appartenait à Monsieur Davies, un homme dont toute l'existence semblait enfermée dans des costumes gris et des dossiers reliés en cuir. « Je vous appelle pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Il s'agit de votre père, le colonel Grant Vance. Je suis au regret de vous informer qu'il s'est éteint paisiblement ce matin. » James ne dit rien. Paisible était un mot qu'il ne pouvait associer à son père. Un homme taillé dans le granit et le devoir. Un homme dont la présence en arrière-plan de sa vie avait été une force rigide et inflexible. Un étranger qui portait son nom de famille. Les funérailles auront lieu en privé jeudi. Monsieur Davies poursuivit dans le silence. La lecture du testament aura lieu dans mon bureau vendredi à 10h. Ses frères et sœurs ont été informés. Veuillez être ponctuels. La ligne fut coupée avant que James ait pu répondre. Il raccrocha et fixa son reflet sur l'écran sombre. Malheureusement, il ne ressentait rien, juste un vide où une étoile lointaine et puissante s'était finalement éteinte. 2 jours plus tard, James se tenait dans la salle de conférence froide et stérile de Davies & Associates. Il avait choisi ses vêtements avec une sorte d'indifférence provocante. Avec sa chemise à carreaux, son jean délavé et ses bottes de travail usées, il contrastait fortement avec ses frères et sœurs, qui étaient assis à la table en acajou poli comme des personnages d'un magazine de luxe. Caleb, son frère aîné, était l'image même du succès. C'était un entrepreneur dans le domaine des technologies, vêtu d'un costume élégant et sur mesure. Celui-ci coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de James. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés et son regard froid et inquisiteur se posait sans cesse sur la montre de luxe à son poignet, comme si chaque seconde passée ici était une perte calculée. À côté de lui était assise Isabelle, sa sœur jumelle. Elle était agente artistique, un métier qui lui permettait de s'entourer de beauté et de cultiver une aura d'élégance naturelle. Elle portait une robe en soie couleur crème. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon sophistiqué. Son regard balayait James, non pas avec malice, mais avec une légère pitié dédaigneuse qui était en quelque sorte pire. Monsieur Davies, l'avocat, était assis en bout de table. C'était un homme mince, âgé d'une 60aine d'années, qui s'éclaircit la gorge et commença à lire le document d'une voix sèche et monotone. Il y avait des legs à des œuvres caritatives, des dispositions pour d'anciens employés,
puis les principaux d'héritage. À Caleb, un fonds fiduciaire substantiel, à Isabelle, un fonds tout aussi important, et l'appartement de son père en ville. James ne s'attendait à rien. Il ne voulait rien, et à mon fils James, lutte M. Davis d'une voix imperturbable. Je lègue l'ensemble de ma propriété à Oak Haven, dans le Montana, y compris l'entreprise et tout ce qu'elle contient. Puisse-t-il y trouver un but? Un silence lourd envahit la pièce, ponctué par le rire bref et incrédule de Caleb. Oak Haven, tu veux dire cette station-service abandonnée? C'est tout ce qu'il hérite. Isabelle posa sa main parfaitement manucurée sur le bras de Caleb. Caleb, je t'en prie, dit-elle en tournant son regard compatissant vers James. Je suis sûr que papa avait ses raisons. C'est un endroit calme, simple et sans prétention. C'est un tas de décombres au milieu de nulle part. Caleb ricana, sans même essayer de cacher son mépris. Ça te va bien? Au moins tu as un toit au-dessus de la tête, petit frère, en supposant qu'il en ait encore un. James serra les dents, mais resta silencieux. Il fixait le grain du bois de la table, ressentant la brûlure familière de la honte et de la colère. Il le considérait comme un raté, un soldat brisé, incapable de s'adapter à la vie civile. Son père était apparemment du même avis. « Il y a encore une dernière chose, dit M. Davy en regardant par-dessus ses lunettes. Il s'agit d'un ajout personnel et non négociable. Le compagnon personnel du colonel Vance, Max, doit rester sur place et être sous la seule responsabilité de James Vance. Car avant que James n'ait le temps de comprendre, un assistant juridique ouvrit la porte de la salle de conférence. Dans l'embrasure, tenue par une simple laisse en cuir, se tenait l'animal le plus magnifique que James ait jamais vu. Max était un berger allemand, un spécimen parfait de la race. C'était un chien de grande taille, puissamment bâti, âgé de 5 ou 6 ans, avec un épais pelage noir et blanc. Son port était noble. Il tenait la tête haute et ses yeux sombres et intelligents scrutaient la pièce avec un calme et une intelligence troublants. Il n'aboyait pas et ne gémissait pas, il se tenait simplement là, tel un sentinelle silencieux et digne. Caleb fit un signe de la main. « Un chien! Que va faire James avec un chien? » Isabelle frissonna légèrement. « J'espère qu'il est propre. » Max l'ignora complètement. Son regard se posa sur James et pendant un long moment, l'homme et le chien se regardèrent simplement. Il n'y avait aucune affection dans les yeux du chien, mais une intensité, une profondeur, une sorte de savoir qui rendait James étrangement vulnérable. Il retrouva enfin sa voix. « Je ne veux pas de chien. » « Les conditions sont sans appel, dit M. Davy d'un ton sec en poussant un stylo et une pile de papier sur la table. L'acceptation de la propriété implique l'acceptation du chien. Signez ici. Vaincu, James prit le stylo. Il ne voyait pas Max comme un compagnon, mais comme un fardeau supplémentaire, un morceau vivant et respirant de son passé auquel il ne pouvait échapper. Une dernière exigence étrange de la part d'un père qu'il n'avait jamais vraiment connu. Il signa les documents. Le grattement du stylo était le seul bruit dans la pièce. Quelques minutes plus tard, il quitta le bâtiment. La laisse en cuir lui semblait lourde et étrangère dans sa main. Max marchait à ses côtés. Son rythme correspondait parfaitement à celui de James. Son attitude était calme et attentive. Ils arrivèrent à l'ancienne camionnette cabossée de James. Il ouvrit la portière côté passager et, sans qu'un mot ne soit prononcé, Max sauta à l'intérieur et s'assit sur la banquette usée, le regard fixé sur le pare-brise. James monta et démarra le moteur. Le silence dans la cabine était absolu. C'était le silence de deux étrangers, un homme brisé et un chien stoïque, liés par la volonté d'un fantôme. Ils se fondirent dans la circulation en direction de l'ouest, vers les montagnes lointaines du Montana, et un héritage de rouille, de poussière et de souvenirs oubliés. Le long trajet depuis la ville fut silencieux et dura plusieurs heures. James conduisait et Max était assis, passager stoïque, fixant les plaines vallonnées et les montagnes lointaines du Montana. Ils arrivèrent à Oak Haven alors que le soleil commençait à descendre, peignant le vaste ciel de touchés orange et violette. La ville elle-même n'était guère plus qu'un murmure. Un groupe de bâtiments fatigués blottis le long d'une route à 2 voies, et là, à l'extrémité de la ville, se trouvait son héritage. Le panneau penché sur un poteau rouillé. La station-service Vance était là. La peinture s'écaillait et l'étoile autrefois brillante du logo avait pris une teinte jaunâtre.
Deux anciennes pompes à essence se dressaient comme des sentinelles squelettiques sur un îlot de béton fissuré. La petite épicerie et le garage attenant avaient des vitres tellement couvertes de crasse qu'elles étaient presque opaques. Ce n'était pas un tas de gravats, comme Caleb l'avait soupçonné, c'était pire. C'était une pierre tombale marquant un rêve mort. James gara le camion. Le grondement mourant du moteur était le seul bruit à des kilomètres à la ronde. Il resta assis là un moment. Le poids de l'endroit pesait sur lui. C'était le grand destin que son père avait imaginé pour lui. Une lente décomposition au milieu de nulle part. Avec un profond soupir, il sortit de la voiture. Max sautilla derrière lui, ses pattes silencieuses sur le gravier. Le chien ne remuait pas la queue. Il se tenait simplement à côté de James, la tête haute. Ses oreilles remuaient tandis qu'il observait son nouvel environnement avec une intelligence calme et attentive. Une clé trouvée dans l'enveloppe de l'avocat ouvrit la porte du petit appartement au-dessus du magasin. Une vague d'air vicié les envahit. Le peu de meubles présents étaient recouverts de draps blancs, dessinant les contours fantomatiques d'une vie d'abandon. Des grains de poussière dansaient comme des lutins sauvages dans les derniers rayons du soleil qui filtraient à travers les fenêtres sales. Pour James, le silence étouffant et l'isolement lui étaient terriblement familiers. C'était le même silence qui remplissait son appartement en ville, le même vide qu'il essayait de combler avec l'alcool. Son premier réflexe fut un besoin désespéré, viscéral. Il fouilla dans les placards de la cuisine, écartant de vieilles boîtes de conserve jusqu'à trouver ce qu'il cherchait, une bouteille à moitié pleine de whisky bon marché que son père avait laissée là. Sa main tremblait légèrement tandis qu'il se servait une généreuse rasade dans un verre poussiéreux. Il le but d'une longue gorgée brûlante, accueillant avec plaisir cette sensation familière. Il se servit un deuxième verre, puis un troisième. Appuyé contre le bord, alors que l'alcool commençait lentement à l'engourdir, Max s'était installé dans un coin et l'observait de ses yeux sombres et impénétrables, tandis que la nuit envahissait complètement le ciel. Le silence dans l'appartement s'intensifia, seulement rompu par le sifflement lugubre du vent. Dehors, un bruit qui lui rappelait vaguement quelque chose le ramena dans la chaleur, la poussière et le silence suffocant entre deux moments de terreur pure. Le souvenir le frappa comme un coup physique. Il était à Kandahar. Le soleil était un marteau impitoyable dans le ciel. Ryan et lui étaient en patrouille, dans la dernière partie de leur mission. Ils marchaient au rythme légèrement rodé d'hommes qui connaissaient les pensées les uns des autres. « La première chose que je ferai quand je rentrerai, dit Ryan, sa voix joyeuse rompant le silence tendu, c'est d'emmener Sarah dans ce petit restaurant italien au bord du lac, celui avec les nappes à carreaux. Je vais manger une montagne de pâtes, puis je lui demanderai de m'épouser. » James avait souri et tapoté l'épaule de son ami. Elle serait folle de dire non. Elle serait folle de dire oui. Ryan avait ri, mais je compte bien qu'elle soit folle. Ils étaient frères, forgés dans le creuset de la bataille. Ryan était la lumière dans l'ombre de James, l'optimiste qui tenait les ténèbres à distance. Ils continuèrent leur chemin. Et on parcourut la route poussiéreuse, leurs fusils baissés, prêts à tirer. Le monde était dans des tons de brun et de beige, un paysage plein de dangers cachés. Et puis c'est arrivé. Il n'y a eu aucun avertissement, juste un flash blanc aveuglant qui a englouti le monde, suivi une fraction de seconde plus tard par un rugissement assourdissant qui lui a coupé le souffle. La force de l'explosion a projeté James en arrière. Son casque a raclé le sol rocailleux, ses oreilles hurlaient d'un sifflement aigu. La poussière et la fumée envahirent l'air, épaisse et suffocante. Il se releva en titubant, désorienté, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Ryan !» hurla-t-il, oh, mais sa propre voix n'était qu'un murmure étouffé dans le silence assourdissant. « Ryan !» Il avança à tâtons dans la brume, les yeux brûlants, la gorge à vif. Il aperçut d'abord le cratère, une plaie ouverte et hideuse dans la terre, puis il le vit, ou ce qu'il en restait. Ses souvenirs étaient brisés. James haleta pour reprendre son souffle, alors qu'il se retrouvait dans la cuisine poussiéreuse du Montana, les jointures blanches alors qu'il agrippait le bord du comptoir, le fantôme du rire de Ryan résonnant dans la pièce silencieuse, la douleur comme une blessure fraîche et sanglante. Il avait besoin de plus. Il avait besoin de la noyer. Il se tourna vers le comptoir, la main tendue vers la bouteille de whisky, une bouée de sauvetage désespérée.
Alors que ses doigts effleuraient le verre, un hurlement sourd retentit dans un coin de la pièce. Il l'ignora, il avait besoin de ça, il méritait cette punition. Il attrapa la bouteille, mais alors qu'il la levait, un museau humide vint se frotter contre sa main. Il baissa les yeux avec insistance. Max se tenait à côté de lui, levant la tête penchée. « Va-t'en » marmonna James d'une voix rauque. Il essaya de repousser le chien, mais Max persista. James leva la bouteille pour se servir et une patte lourde se posa fermement sur son avant-bras. Ce n'était pas un geste agressif, mais délibéré, calculé. Le poids était juste assez fort pour l'arrêter dans son élan. James fixa la patte du chien, puis son visage. Il essaya de libérer son bras, mais Max le retenait avec un grognement frustré. James posa la bouteille et tenta de contourner le chien, mais Max fut plus rapide. Il se déplaça et bloqua physiquement James, formant un mur solide et poilu de défis silencieux. Il ne grognait pas et ne grondait pas, il restait simplement immobile, les yeux sombres fixés sur James. À ce moment-là, James vit quelque chose qui le paralysa. Ce n'était pas la simple loyauté d'un animal de compagnie, c'était un regard profond, presque humain, plein de compréhension. C'était une supplication silencieuse, un message clair et indéniable. Ne sois pas déconcerté. James recula du comptoir. Il s'affaissa sur l'une des chaises poussiéreuses de la table de cuisine. L'envie d'alcool remplaça soudainement son regard par une vague d'incrédulité. Il fixa le berger allemand, qui surveillait désormais la bouteille de whisky comme un sentinelle. Pour la première fois depuis le cabinet d'avocat, James le voyait vraiment. Ce n'était pas seulement le chien de son père. C'était quelque chose de complètement différent. C'était un gardien, et James était sa mission. James se réveilla dans la pâle lumière de l'aube du Montana. À travers la fenêtre sale de l'appartement, la douleur sourde d'une gueule de bois fantomatique envahit son esprit, fantôme de l'oubli qu'il s'était refusé la nuit précédente. La première pensée consciente qui se forma dans son esprit était claire et nette, non embrumée par l'alcool. Pour la première fois depuis des mois, il avait décidé de ne pas boire. Il s'assit et balança ses jambes par-dessus le bord du matelas poussiéreux de l'autre côté de la pièce. La bouteille de whisky était sur le comptoir, exactement là où il l'avait posée. Et entre lui et la bouteille, Max était allongé sur le sol. Sa tête reposait sur ses pattes, mais ses yeux sombres et intelligents étaient ouverts et fixés sur James. C'était un regard immobile et fixe. Un rappel du pacte silencieux qu'ils avaient conclu. Une faim tenace. Une autre sensation, que l'alcool avait depuis longtemps étouffée, lui rappela qu'il avait besoin de manger. Les boîtes de conserve dans l'appartement semblaient anciennes. Leurs étiquettes étaient décolorées et décollées. Il allait devoir se rendre au supermarché en bas. Il monta les marches en bois qui craquaient. Max le suivit à quelques pas, ses griffes faisant un léger cliquetis sur le bois. L'air du magasin était imprégné d'une odeur de poussière et de pourriture. La lumière du soleil luttait pour pénétrer la saleté des vitres, éclairant les étagères remplies de boîtes de céréales décolorées par le soleil et de sachets de chips défraîchis. C'était une parfaite capsule temporelle de l'échec. Alors que James parcourait les étagères à la recherche de quelque chose de vaguement comestible, il remarqua que Max n'était pas avec lui. Il se retourna et vit que le berger allemand s'était posté derrière le comptoir principal avec une détermination silencieuse, dans un espace encombré d'une vieille caisse enregistreuse et de journaux jaunis. Le chien reniflait attentivement le sol, la queue baissée, et un gémissement grave résonnait encore dans sa poitrine. « Max, allez, il n'y a rien là-bas », appela James, sa voix résonnant légèrement dans le magasin vide. Max l'ignora, reniflant de plus en plus frénétiquement. Puis il se mit à gratter, ses griffes puissantes raclant le sol en linoléum fissuré. Ce n'était pas un grattage ludique, mais un creusage déterminé et concentré à un endroit précis, une seule dalle décolorée. James marcha dessus, ses bottes craquant sur des débris invisibles. « Hé, arrête !» dit-il en tendant la main vers le collier de Max, mais le chien était implacable et poussa un aboiement court et aigu. Ses yeux passaient de la dalle au visage de James, puis revenaient sur la dalle. Le message était clair. « Regarde ici. » James soupira, partagé entre l'agacement et une pointe de curiosité. Il avait déjà vu ce genre de concentration chez des soldats en mission ou chez des chiens renifleurs d'explosifs, entraînés à ignorer toutes les distractions. Max n'était pas en train de jouer.
Il s'agenouilla et passa la main sur le carreau que Max avait gratté. Il semblait différent des autres. Il était lâche. Il le poussa du bout des doigts et il bougea légèrement. Son cœur fit un bond inattendu. Il vit Max, qui s'était assis sur ses talons et l'observait. Un petit gémissement d'encouragement s'échappa de sa gorge. « D'accord, d'accord, je comprends », marmonna James plus à l'intention du chien qu'à lui-même. Il entra dans le garage attenant. L'air était chargé d'une odeur de vieille huile et de rouille. Après plusieurs minutes de recherche, il trouva un long pied de biche lourd dans l'atelier. Il enfonça la pointe du fer dans le joint du carreau lâche avec un grognement laborieux et appuya de tout son poids dessus. Le vieil adhésif grinça en signe de protestation, puis, dans un craquement sec, la dalle se détacha. Sous celle-ci, il n'y avait pas de béton, mais une cavité sombre dans laquelle reposait, sur un lit qui semblait être de la toile cirée, un casier métallique vert foncé. C'était un casier militaire standard, vieux mais impeccablement entretenu, avec une inscription au pochoir sur le côté, en grande partie effacée. Un frisson glacial parcourut l'échine de James. Un simple propriétaire de station-service n'aurait pas fait cela. Il souleva la lourde caisse hors du trou. Elle était fermée par un cadenas solide. Il regarda Max qui remuait lentement la queue. « Qu'as-tu trouvé, mon garçon? » murmura James. Il porta le coffre à l'étage dans l'appartement et le posa sur la table de cuisine poussiéreuse. Le cadenas était trop solide pour le pied de biche. Avec une détermination farouche, James retourna au garage et revint avec un lourd marteau et un burin. Ce fut un travail bruyant et brutal, mais après plusieurs coupes métalliques bien placées, l'anse du cadenas finit par céder. Il s'arrêta. Retenant son souffle, il souleva le couvercle. L'air qui s'échappa sentait le vieux papier, le cuir usé et autre chose. Quelque chose de métallique et de familier. À l'intérieur, tout était rangé avec une précision militaire. Au-dessus se trouvait un petit paquet d'effets personnels. Il le souleva avec précaution. Il y avait une paire de plaques d'identité en argent de son père, une médaille militaire qu'il n'avait jamais vue auparavant et un portefeuille en cuir usé. Il ouvrit le portefeuille. À l'intérieur se trouvait une seule photographie défraîchie d'une jeune femme souriante aux yeux gentils, sa mère. Elle était morte quand il était enfant, et voir son visage ici, si soigneusement conservé par son père stoïque, lui fit ressentir une émotion indescriptible. Sous le souvenir se trouvait une lourde clé ornée, en laiton terni par le temps, dont la tête avait la forme d'un engrenage complexe. Elle ne ressemblait à aucune clé qu'il ait jamais vue. Au fond du casier se trouvait un journal de bord militaire standard, relié en verre. Il le prit, il était lourd et semblait important. Il ouvrit la première page qui n'était pas remplie de l'écriture soignée de son père, mais couverte de blocs de lettres et de chiffres denses et méticuleux. Un code. James fixa la page. Un frisson le parcourut. Le brouillard dans son cerveau, la brume terne de l'alcool et du chagrin, commença à se dissiper, remplacé par la concentration aiguë et électrique d'un soldat. Il reconnut le motif. C'était une variante d'un code de substitution qu'il avait appris à utiliser dans le complexe des Rangers et qui avait été difficile mais pas impossible à déchiffrer pendant des mois. Sa seule mission avait été de boire jusqu'à en perdre la raison. Il avait échoué en tant que soldat, échoué en tant que civil, échoué en tant qu'ami, mais maintenant, tenant ce journal entre ses mains, il sentait naître en lui un nouveau but, une nouvelle mission. Il posa soigneusement le journal sur la table et plaça la clé en laiton finement ouvragé à côté. Il regarda de l'autre côté de la pièce la bouteille de whisky, puis baissa les yeux vers Max qui s'était assis à ses pieds et l'observait avec une loyauté inébranlable. La soif était toujours là, une douleur sourde à l'arrière de son crâne, mais ce n'était plus un rugissement, c'était un murmure. Et pour la première fois, il avait le sentiment d'avoir quelque chose d'assez fort pour couvrir la soif. La quête de la vérité avait commencé 3 jours plus tôt. Le monde à l'extérieur des vitres poussiéreuses de la station-service avait cessé d'exister. James travaillait à la table de la cuisine, tel un homme possédé. La bouteille de whisky était intacte, monument silencieux d'une bataille déjà gagnée. Son nouveau combat se livrait sur les pages du journal de son père. Il couvrait les feuilles de grille et de combinaisons de lettres. Son esprit, autrefois embrumé par l'alcool, était désormais aussi tranchant qu'un rasoir,
avec la concentration disciplinée d'un cryptographe. Le code était complexe, un système à plusieurs niveaux conçu pour être indéchiffrable, mais James avait été formé par les meilleurs et, lentement, prudemment, les messages codés commencèrent à révéler leurs secrets. Il apprit l'existence de réunions secrètes, de transmissions cryptées et de silhouettes fantomatiques qui se déplaçaient comme des fantômes dans cette ville endormie du Montana. C'était le langage de l'espionnage, d'une guerre secrète menée dans les endroits les plus calmes du monde. Il était tellement absorbé qu'il ne mangeait et ne dormait presque plus. Pendant tout ce temps, Max était présent, silencieux, soit endormi à ses pieds, soit le regardant avec patience et attention. Le soir du troisième jour, alors que James était sur le point de faire une découverte dans un passage particulièrement dense, Max se leva. Il étira son corps puissant et s'approcha de James. Il poussa sa main inactive avec son museau humide. « Pas maintenant, mon garçon, » murmura James. Ses yeux étaient toujours rivés sur le journal. Il y était presque. Max gémit doucement et avec insistance. Il poussa à nouveau la main de James, plus fort. Comme James ne réagissait toujours pas, le chien se retourna et se dirigea vers la porte qui menait à l'étage inférieur. Il jeta un regard par-dessus son épaule. Le message était clair. « Suis-moi. » Avec un soupir de résignation, James repoussa sa chaise. Le chien avait peut-être besoin de sortir. Il suivit Max dans l'escalier grinçant, non pas vers le supermarché, mais vers le garage sombre et caverneux qui le joutait. L'air était froid et sentait la rouille et l'essence rance. James actionna un interrupteur et une ampoule nue se mit à clignoter et projetait de longues ombres dansantes. Max ne prêta aucune attention aux déchets qui jonchaient le garage. Il trottina d'un pas décidé vers le fond de la pièce et s'arrêta devant une grande plaque métallique rouillée couverte d'interrupteurs cassés et de panneaux d'avertissement décolorés. Cela ressemblait à un ancien boîtier électrique qui n'avait pas été touché depuis des décennies. Max s'arrêta devant et donna un petit coup de nez à un endroit précis qui semblait être une simple tête de vie hexagonale recouverte de rouille. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda James en s'approchant prudemment. « On sent l'odeur de brûlé dans le mur ?» gémit Max en donnant un nouveau coup de museau dans le boulon. Sa persévérance était inébranlable. James s'agenouilla pour regarder de plus près. Il essuya une couche de saleté et de rouille sur la tête de la vis. Ce n'était pas une vis, la forme hexagonale était trop parfaite. Le métal sous la rouille était un étrange alliage non ferreux. C'était une façade. Une image lui traversa l'esprit. La lourde clé en laiton du coffre-fort. Sa tête avait la forme d'un engrenage complexe. Son cœur se mit à battre à tout rompre contre ses côtes. Il sortit la clé de sa poche et la plaça devant la serrure camouflée. La forme hexagonale de la tête de la clé correspondait parfaitement à la dépression hexagonale du boulon. Elle était faite pour s'y insérer parfaitement, de manière invisible. D'une main légèrement tremblante, il inséra la clé dans la serrure. Elle s'enfonça avec un clic doux et satisfaisant. Il prit une profonde inspiration et la tourna. Il n'y eut pas de grincement de métal ancien, mais un sifflement hydraulique faible et presque inaudible de l'hydraulique rompit le silence. Tout le panneau mural, le boîtier de jonction et une grande partie du mur en parpaings commencèrent à se rétracter vers l'intérieur, glissant sur le côté sans un bruit. Là où se trouvait un mur solide quelques instants auparavant, il y avait maintenant une ouverture sombre, une porte propre en acier inoxydable brossé se dressait dans l'alcôve, contrastant fortement avec la décrépitude qui l'entourait. Une petite lumière verte au-dessus brillait. La porte s'ouvrit pour révéler un petit ascenseur industriel moderne, dont l'intérieur était éclairé par une douce lumière blanche. James resta bouche bée. Il baissa les yeux vers Max qui le regardait. Sa queue frappa une fois avec assurance le sol en béton, qui avait été la mission du chien de mission tout ce temps, murmura James d'une voix rauque en le conduisant dans l'ascenseur. La porte se referma dans un sifflement, les plongeant dans un silence complet, avant que la cabine ne commence à descendre. Elle se déplaçait avec une fluidité impossible, sans secousse ni bruit de câble. Elle descendit de plus en plus profondément, bien plus bas qu'un simple sous-sol. Lorsque les portes s'ouvrirent à nouveau, James eut l'impression d'être entré dans un autre monde. Il se trouvait dans une grande pièce circulaire, lumineuse et climatisée, où le bourdonnement profond et puissant des appareils électroniques remplissait l'air. Le long d'un mur se trouvaient des rangées de serveurs avec des lumières clignotantes,
et une console de commande centrale contenait plusieurs écrans d'ordinateur, tous éteints au départ. Un autre mur était recouvert de cartes du monde avec des épingles et des notes. Ce n'était pas un sous-sol, mais un centre de commande souterrain à la pointe de la technologie. Il fit d'un pas hésitant dans la pièce. Ses bottes semblaient lourdes et bruyantes sur le sol immaculé. Au moment où il franchit le seuil, un grand écran sur le mur d'en face s'alluma. Le visage de son père, le colonel Grant Vance, apparut. Il semblait plus âgé que dans les souvenirs de James. Les rides sur son visage étaient plus profondes, mais ses yeux étaient d'un bleu perçant, vif et vif. Il portait son uniforme de parade. Son expression n'était pas celle d'un père, mais celle d'un officier supérieur donnant des instructions à un subordonné. La voix de James, celle du colonel, emplit la pièce, calme et directe. « Si tu regardes cela, c'est que tu as trouvé ta voie et que ma confiance en toi n'était pas vaine. » James resta figé, la gorge serrée. « Ce que tu vois autour de toi, poursuivit son père, est désigné sous le nom de DEA Outpost 7. J'ai été son commandant pendant 32 ans. La station-service au-dessus est un camouflage, un élément parfait de l'Amérique que personne ne remarquerait. Ma vie ici était un mensonge, mon fils, mais c'était un mensonge au service de mon pays, expliqua-t-il. Il raconta comment il avait été recruté par les forces spéciales pour la Defense Intelligence Agency pendant la guerre froide. Comment cette installation avait été mise en place comme centre de communication sécurisé et refuge pour les agents secrets. Il parla des missions et des risques avec un professionnalisme détaché qui était effrayant. Une vie de cette nature, avec les risques inhérents, s'accompagne d'une certaine compensation, a déclaré le colonel, le regard inébranlable. Au cours de mon service et grâce à des investissements soigneusement gérés, j'ai amassé une fortune personnelle considérable. La valeur totale du patrimoine que je te lègue s'élève à environ 200 millions de dollars. Ce chiffre frappa James comme un coup de poing. Il recula d'un pas, la tête qui tournait à cause des 200 millions. Il pensa à son appartement minable, à son camion cabossé, à l'angoisse constante et lancinante liée à l'argent. « Je ne t'ai pas laissé cela par pitié, » dit l'image de son père, comme si elle pouvait lire dans ses pensées. Caleb et Isabelle sont motivés par la cupidité et le statut social. Ils auraient tout gaspillé, voire pire. Je te l'ai laissé parce que tu es un soldat. Tu as été forgé dans le feu des Rangers. Tu comprends le devoir, le sacrifice et l'intégrité comme eux ne le comprendront jamais. Ce n'est pas seulement de l'argent, James, c'est un héritage, une arme, un outil. Ce que tu en fais maintenant est ta mission. L'écran devint noir. James se tenait dans le silence bourdonnant du bunker. Le poids des paroles de son père sur sa vie secrète et ses 200 millions de dollars reposaient sur ses épaules. Il ressentait une profonde douleur d'avoir perdu le père qu'il n'avait jamais connu et un terrible sentiment de responsabilité envers l'héritage qu'il détenait désormais. Il baissa les yeux vers Max, qui était resté patiemment assis à ses côtés pendant tout ce temps. Le chien leva la tête et lui donna un petit coup de museau, et pour la première fois, James comprit qu'il n'était pas un fardeau, mais un leader, un gardien du secret, et qu'il était désormais le partenaire de James. Le silence qui suivit les derniers mots de son père fut absolu. James se tenait seul au cœur du monde secret que son père avait construit. Le bourdonnement discret des serveurs contrastait fortement avec le chaos hurlant qui régnait dans son esprit. 200 millions de dollars, une antenne de la DIA, une double vie pendant 30 ans, c'était l'intrigue d'un roman d'espionnage, pas l'histoire silencieuse et solitaire de sa famille. Il fit un pas prudent vers la console centrale de commande, son reflet apparaissant comme une silhouette fantomatique sur les écrans sombres. Il passa la main sur la surface lisse et froide d'un rack de serveur. C'était réel, l'acier solide sous ses doigts, c'était réel. Il baissa les yeux vers Max qui était resté à ses côtés, présence calme et présence rassurante dans cet environnement surréaliste. Le chien semblait complètement à l'aise ici, comme si ce bunker secret lui était aussi naturel que la nature sauvage du Montana au-dessus de lui. Poussé par un instinct qu'il ne comprenait pas, James s'assit dans le grand fauteuil en cuir devant la console principale. Le moniteur principal devant lui comprenait pas. James s'assit dans le grand fauteuil en cuir devant la console principale. L'écran principal devant lui clignota et afficha une simple invite de connexion. Les mots de son père résonnaient dans sa tête. « Ma foi en toi n'était pas vaine. » Quel pouvait être le mot de passe?
Il essaya sa date de naissance. Accès refusé. Le nom de sa mère. Accès refusé. Puis, il se souvint du journal. La première entrée qu'il avait pu déchiffrer entièrement était une date, le jour où son père avait acheté cette station-service. Il tapa les chiffres. Accès accordé. L'écran s'ouvrit sur un bureau simple et épuré. Il n'y avait qu'une seule icône de fichier, un document texte intitulé « À lire en premier ». Les doigts tremblants, il l'ouvrit. C'était un manuel, un guide direct et concis rédigé par son père. Il décrivait en détail les systèmes du bunker, du générateur électrique indépendant au système de communication satellite crypté. Il était rédigé dans le langage clair et précis d'un manuel militaire, mais en le lisant, James vit bien plus que de simples spécifications techniques. Il vit le génie et la discipline nécessaires pour entretenir cette installation pendant plus de 3 décennies. Il vit les notes de protocole méticuleuses, les plans d'urgence pour tous les scénarios imaginables. Ce n'était pas le travail de l'homme froid et distant dont il se souvenait. C'était l'œuvre d'un maître stratège, d'un protecteur, d'un homme qui avait porté seul un fardeau impossible. Un respect silencieux, que James n'avait pas éprouvé pour son père depuis des années, commença à fleurir dans sa poitrine. La section la plus importante était intitulée « Protocole d'entrée ». Elle énumérait une série de phrases apparemment anodines, des combinaisons de questions et de mots de passe pour contacter les agents en visite. Une ligne en particulier attira son attention. Question. Les étoiles brillent certainement dans Oak Haven. Réponse. Mais la lune brille toujours plus fort au-dessus des montagnes. Il passa ce qui lui sembla être des heures à explorer le système. Chaque fichier qu'il ouvrait révélait une nouvelle facette de la vie secrète de son père. Il trouva des journaux de communication, des documents financiers détaillant la croissance des actifs et les évaluations des risques liés aux opérations. Il avait du mal à comprendre. Il ressentait un lien profond et douloureux avec le père qu'il n'avait jamais vraiment connu. Un homme qui avait sacrifié une vie normale pour un devoir silencieux et ingrat. Un bruit sourd et strident descendit dans la cage d'ascenseur et le tira de sa transe. C'était la cloche en laiton de la porte du supermarché à l'étage. Un client. L'adrénaline le traversa, chaude et vive. C'était son premier test. Il verrouilla rapidement la console et se leva. Son cœur battait à toute rompre. Max était déjà debout. Les oreilles dressées, le corps tendu et alerte. « Allez, mon garçon », murmura James, jouant au commerçant. Max et lui prirent l'ascenseur pour monter à l'étage. James se glissa derrière le comptoir poussiéreux. Ses mains étaient moites. Il essaya de prendre l'air détendu comme s'il avait fait cela toute sa vie. Un instant plus tard, un homme d'une 50aine d'années entra. Il était habillé de manière tout à fait banale, comme un touriste ou un représentant commercial. Un coupe-vent bleu délavé, un pantalon kaki et des chaussures confortables. Il avait les cheveux gris clairsemés et un visage doux et agréable. Il salua James d'un signe de tête. « Bonjour », dit l'homme d'une voix neutre. Il parcourut les étagères pendant un moment, avant de prendre une bouteille d'eau. Il l'apporta au comptoir. James a terminé ses achats. Ses doigts étaient maladroits sur les touches de la vieille caisse enregistreuse. « Ça fait 2 $, dit-il. Sa voix lui sembla dure. L'homme lui tendit de l'argent en attendant sa monnaie. Il regarda par la fenêtre le ciel bleu clair. « Les étoiles brillent certainement dans Oak Haven, » dit-il avec désinvolture, les yeux toujours fixés sur l'horizon. Ces mots frappèrent James comme un coup de fouet. C'était la phrase du défi. Son esprit tournait à toute vitesse. Quelle était la réponse? La lune? Les montagnes? Il chercha ses mots. Sa gorge était soudainement sèche. « Oui », balbutia-t-il. Sa voix se brisa légèrement. Mais la lune brille encore plus fort au-dessus des montagnes. Il avait parlé trop fort. Les mots semblaient répétés et artificiels dans le silence du magasin. L'expression de l'homme ne changea pas, mais James vit une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Il hocha la tête une fois, presque imperceptiblement. Il prit sa monnaie et la bouteille d'eau, dit merci, puis se retourna et sortit. Il démarra et partit quelques instants plus tard. La rencontre avait duré moins de 60 secondes. James resta figé derrière le comptoir, l'adrénaline le quittant lentement au niflement. Il se sentait tremblant, mais étrangement vivant. C'était réel. Le journal, le bunker, la mission, tout était réel. Pour la première fois depuis qu'il avait été honorablement libéré, James sentait le poids d'une véritable mission sur ses épaules.
C'était plus qu'une station-service. C'était un poste, une tour de guet, et il était l'homme de garde. L'idée de protéger cet héritage, d'honorer son père, commençait à peine à le comprendre et se transforma en une détermination puissante et inébranlable. Il remonta dans l'appartement et regarda la bouteille de whisky qui était toujours sur le comptoir. Il pensa à la lucidité dont il avait besoin, à la force que son père lui avait donnée. Le désir était toujours là, un fantôme murmurait au fond de son esprit, mais sa voix était faiblement étouffée par l'appel du devoir. Il prit la bouteille, se dirigea vers l'évier et, sans hésiter, dévissa le bouchon. Il versa le liquide ambré dans l'évier. L'odeur âcre de l'alcool emplit l'air pendant un instant avant de disparaître. Il regarda son reflet dans la faible lumière de la fenêtre. Le regard torturé et creux qui le fixait depuis des années avait disparu. À sa place, il y avait le regard calme et concentré d'un soldat qui venait de recevoir ses ordres. Max s'approcha de lui et appuya sa tête lourde contre la jambe de James. La mission avait commencé. Les premières semaines à la station-service passèrent dans un brouillard de travail acharné. La sobriété avait donné à James une lucidité qu'il n'avait pas connue depuis des années. Pendant la journée, il s'efforçait de redonner vie à la station-service. Il débarrassa le garage, nettoya les vitres et réussit même à remettre en état l'une des vieilles pompes à essence. Le travail physique était un baume qui lui permettait d'évacuer les toxines de son passé, le laissant fatigué mais satisfait. Chaque soir, il descendait dans le bunker, un monde silencieux, plein de secrets, où il continuait à démêler la vie de son père. Il apprenait la danse complexe de l'espionnage et les responsabilités de sa nouvelle fonction. Cette paix fragile fut d'abord brisée par le courrier. Une enveloppe crème toute neuve arriva d'un prestigieux cabinet d'avocats dont James n'avait jamais entendu parler. À l'intérieur se trouvait une offre formelle mais généreuse de ses frères et sœurs pour racheter le domaine Oak Haven. Il la jeta à la poubelle. Une semaine plus tard, une autre lettre arriva, avec une offre considérablement plus élevée et un ton un peu plus impatient. Il jeta également celle-ci. Puis, ils envoyèrent en leur émissaire une élégante berline noire, complètement déplacée dans le paysage rural du Montana. Elle s'arrêta dans un crissement de pneus sur le gravier un après-midi. Un homme vêtu d'un costume gris coûteux et de chaussures parfaitement cirées en est sorti. Il avait une quarantaine d'années, un sourire lisse et exercé et le regard prédateur d'un requin. « Monsieur Vance, dit-il en lui tendant la main, Howard Henderson, de Big Sky Development. » James essuya ses mains graisseuses sur un chiffon et ignora la poignée de main. Max, qui était allongé à l'ombre du garage, se leva silencieusement et se plaça à côté de James, son langage corporel calme mais clairement protecteur. Le sourire de M. Henderson se crispa. « Vos frères et sœurs, Caleb et Isabelle, ont chargé ma société d'évaluer le potentiel de ce terrain et je peux vous dire qu'il est énorme. Nous envisageons d'y construire un complexe hôtelier de luxe, une porte d'entrée vers les montagnes. Nous sommes prêts à vous faire une offre qui changera votre vie, Monsieur Vance, suffisamment pour que vous puissiez tout laisser derrière vous et recommencer à zéro. » Il fit un geste vague en direction de la station-service qui occupait la vie de James, comme s'il s'agissait d'un désordre qu'il fallait nettoyer. « Ce n'est pas à vendre, » dit James d'une voix calme et ferme. Le sourire de Henderson vacilla. « Peut-être avez-vous mal compris le montant de l'offre. Nous parlons d'une somme à 7 chiffres. »« Je comprends parfaitement, » répondit James, « et cela ne m'intéresse pas. » Il tapota la tête de Max pour le rassurer. Le regard du promoteur se posa sur le chien qui l'observait sans ciller. Un grondement presque inaudible vibra dans la poitrine de Max. « Très bien, » dit Henderson. Sa voix devint aiguë. « Votre famille vous contactera. » Il se retira dans sa voiture et démarra en trombe, laissant derrière lui un nuage de poussière. L'appel arriva dans la soirée. Il reconnut le numéro de Caleb et laissa sonner 3 fois avant de répondre. Se préparant mentalement. « James. » La voix de Caleb était douce, teintée d'une chaleur familière et condescendante. Isabelle est avec moi. Nous savons que vous avez rencontré M. Henderson. Il a dit que vous n'étiez pas très coopératif. La propriété n'est pas à vendre, dit Caleb. James, ne soyez pas idiot. James. La voix d'Isabelle devint aiguë et impatiente. Qu'est-ce que tu fais là-bas à jouer au mécanicien? C'est embarrassant. Nous essayons de te donner une issue, une chance de remettre ta vie sur les rails. C'est un peu... Ma vie est très bien comme ça, dit James. Les mots lui semblaient justes.
Pour la première fois depuis des années, un rire sans humour résonna dans le téléphone. « Bien, » répéta Caleb. « Vivre dans une ruine, parler à un chien. Nous sommes inquiets pour vous. Ton jugement est brouillé depuis longtemps. Ce serait une tragédie de laisser passer cette occasion. Parce que tu es trop têtu ou trop malade pour le voir. » Ah! L'insulte voilée fit mouche, mais James campa sur ses positions. « Ma réponse est définitive. C'est gentil. » Le silence qui suivit était oppressant, et lorsque Caleb reprit la parole, la chaleur feinte avait disparu, remplacée par un calme froid et menaçant. « Très bien, James, nous avons essayé de te le dire simplement. Laisse-moi être clair. Tu as un passé bien documenté d'instabilité, une longue et sordide relation avec le fond d'une bouteille. Un juge pourrait être très critique envers un homme comme lui qui gère un patrimoine considérable. » James sentit un nœud se serrer dans son estomac. « Ce serait vraiment dommage, » continua Caleb d'une voix douce comme de la soie glissant sur de l'acier, « si nous devions demander au tribunal de vous déclarer mentalement incapable de gérer vos propres affaires. Nous pourrions obtenir la tutelle pour protéger l'héritage de papa des mauvaises décisions. Réfléchis-y. Tout cela te serait retiré naturellement, pour ton bien. » La cruauté de la menace était à couper le souffle. Caleb utilisait ses moments les plus sombres, sa honte la plus profonde comme une arme contre lui. James sentit un tremblement dans sa main, une soif fantôme, une vague de panique familière. « Est-ce une menace ?» demanda James d'une voix à peine audible. « C'est une promesse, » répondit Caleb calmement avant de raccrocher. James raccrocha, le corps tremblant d'un mélange de rage et de peur. La confiance en lui qu'il avait mis des semaines à construire semblait s'être effondrée comme un château de cartes dans un ouragan. Caleb avait raison. Il était un alcoolique en voie de guérison. Il avait un passé instable. Il pouvait le détruire. Il s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains, les cris silencieux de son passé rugissant dans ses oreilles. Il était faible. C'était un raté. Il n'y arriverait pas. Puis il sentit un poids lourd sur son genou. Il leva les yeux. Max était venu vers lui, sa tête massive reposant sur ses genoux. Le chien le regardait, ses yeux sombres, remplis d'une confiance silencieuse et inébranlable. Dans ce regard, il n'y avait ni jugement, ni pitié, juste une certitude simple et ferme. Max ne voyait pas un homme brisé, il voyait son partenaire, son commandant. James enfouit son visage dans l'épaisse fourrure du cou du chien, respira son odeur et enlaça le puissant animal. Ancré dans sa présence calme et stable, Max était son bouclier. Il était la preuve vivante que son père lui avait fait confiance et avait cru en lui. Caleb et Isabelle ne voyaient que ses erreurs passées, mais son père et cet incroyable chien voyaient le soldat qu'il était toujours. Les tremblements cessèrent, la peur s'estompa et fut remplacée par une détermination froide et dure. Ce n'était plus une négociation pour des terres. C'était un combat pour sa vie, pour sa santé mentale, pour le véritable héritage de son père. Ils avaient tracé une ligne. Il baissa les yeux vers Max, qui lui léchait doucement de la main. Ils n'ont aucune idée de qui ils ont affaire, n'est-ce pas? Mon garçon, dit James d'une voix à nouveau ferme. La cupidité se resserrait, mais ils allaient bientôt découvrir qu'ils n'étaient plus faits d'une matière aussi facilement écrasable. Une semaine passa. Un silence tendu régnait depuis l'appel menaçant de Caleb. Les lettres et les visites avaient cessé. James savait que ce n'était pas un recul, mais le calme avant la tempête. Il mit ce temps à profit pour se préparer. Chaque nuit, il descendait dans le bunker pour continuer son travail sur le journal, mais son attention s'était déplacée. Il n'était plus seulement l'historien du passé de son père. Il était un soldat analysant des renseignements, recherchant le moindre indice. Chaque nom ou lieu ajoutait à son désespoir. Pendant la journée, il vérifiait l'ancienne station-service, vérifiait les serrures, sécurisait les fenêtres et apportait un lourd démonte-pneus en acier du garage à l'appartement. Il était de garde par une nuit de mardi sans lune. La tempête approchait. James était dans le petit salon à l'étage, lisant à la lumière d'une seule lampe. Max dormait à ses pieds. Son corps puissant tremblait de temps en temps, comme dans un rêve. Le seul bruit était le doux soupir du vent à l'extérieur. C'était une scène paisible, une fragile illusion de normalité qui était sur le point d'être brisée. À un quart de mile plus loin sur l'autoroute, une camionnette sombre et banalisée était garée, tous feux éteints.
Deux silhouettes vêtues de noir de la tête aux pieds en sortirent et se dirigèrent vers la station-service avec une efficacité silencieuse et fluide qui trahissait un entraînement professionnel. Elles passèrent en devant la porte d'entrée du magasin et se dirigèrent vers la grande porte roulante du garage attenant. Un homme s'agenouilla et sortit un jeu d'outils. Il s'affairait sur la serrure avec la précision d'un chirurgien. Les goupilles cliquetèrent presque inaudiblement, mais presque inaudibles n'étaient pas assez silencieux aux pieds de James. Les oreilles de Max se dressèrent et un grognement grave, plus une vibration qu'un son, pénétra sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent et sa tête, qui reposait paisiblement, était désormais alerte et concentrée sur le sol. James se figea, le livre qu'il avait oublié posé sur ses genoux. Il avait passé des années sur le terrain et avait appris à faire confiance à l'instinct des animaux bien dressés. Il posa une main sur le dos de Max, lui ordonnant silencieusement d'attendre et d'écouter. Il n'entendait rien d'autre que le vent, mais le corps de Max était tendu comme un ressort, tous ses muscles crispés. Puis James l'entendit, un léger grattement métallique provenant du garage en contrebas. C'était le bruit de la serrure qui cédait. Il se leva d'un bond. Le démonte-pneu à la main, il se précipita en haut des escaliers, le cœur battant à un rythme régulier et froid. Max était à ses côtés, prêt et calme. Le grognement sourd dans sa poitrine s'intensifia considérablement. La porte du garage s'ouvrit dans un grincement huileux. Deux silhouettes sombres se glissèrent à l'intérieur. Dès qu'elles furent entrées, Max explosa. Le grognement se transforma en un aboiement sauvage et assourdissant qui déchira le silence de la nuit. Il dévala les escaliers dans un nuage gris-blanc de fureur justifiée. James le suivait de près. Ses bottes étaient silencieuses sur les marches. Il profita des précieuses secondes que Max lui avait gagnées pour s'habituer à l'obscurité en bas. Il pouvait voir les deux intrus. Pendant un instant, il fut stupéfait par l'entrée soudaine et violente d'un berger allemand de 50 kilos. L'un des hommes, grand et large d'épaules, leva un pied de biche, mais Max fut trop rapide. Au lieu de se jeter sur l'arme, il se jeta sur le centre de gravité de l'homme, le frappant violemment à la poitrine et le déséquilibrant. L'homme trébucha en arrière avec un grognement de douleur et de surprise. Le deuxième intrus, un homme plus mince et plus rapide, tourna son attention vers James, qui se trouvait maintenant au bas de l'escalier. L'homme sortit un long couteau de sa ceinture, dont la lame brillait dans la faible lumière de la lune qui filtrait à travers la porte ouverte du garage. Il s'avança, ses mouvements assurés et dangereux, mais il faisait face à un rangé. L'entraînement de James prit le dessus, une mémoire musculaire froide et mortelle qui prit le pas sur la raison lorsque l'homme se jeta sur lui. James esquiva sur le côté, utilisant l'élan de l'homme contre lui. Il laissa le lourd démonte-pneu descendre en un arc brutal et précis, non pas sur la tête de l'homme, mais sur son poignet. Il y eut un craquement écœurant d'os et le couteau tomba sur le sol. L'homme hurla et serra son poignet brisé. James n'hésita pas, il asséna un coup de pied rapide et paralysant au genou de l'homme. Celui-ci s'effondra. Son cri se transforma en un gémissement rauque. Entre-temps, le premier intrus avait réussi à repousser Max. Il se remit debout tant bien que mal, le pied de biche à la main comme une arme, et vit son partenaire à terre et James qui se tournait vers lui. Le démonte-pneu à la main, il fit rapidement un saut périlleux. Il baissa les yeux vers le chien qui grognait furieusement, prêt à frapper à nouveau, et vers la silhouette silencieuse et mortelle de l'homme qui venait de terrasser son partenaire. En quelques secondes, il prit la sage décision de se retourner et de s'enfuir dans l'obscurité. Son partenaire blessé serrait son bras cassé et gémissait de douleur. Il courut après lui, traînant sa jambe blessée. Un instant plus tard, James entendit le bruit du moteur de la camionnette rugir avant de disparaître dans la nuit. Le silence revint, seulement rompu par la respiration saccadée de James et les grognements d'avertissement de Max. L'adrénaline commença à se dissiper, laissant un goût métallique dans la bouche de James. Il s'agenouilla et passa sa main sur le dos de Max. D'une voix rauque, il dit « Tu nous as sauvés, mon garçon ». Il découvrit une petite coupure superficielle sur l'épaule de Max, probablement causée par le pied de biche, mais le chien semblait indemne. Il resta là, debout, à inspecter les lieux. Les outils professionnels de l'intrus étaient éparpillés sur le sol. Ils n'avaient pas touché à la vieille caisse enregistreuse.
Il se dirigeait vers le petit bureau à l'arrière du magasin, l'endroit où son père gardait ses dossiers. Ils n'étaient pas là pour l'argent, mais pour des informations. Caleb et Isabelle les avaient envoyés chercher des documents importants. Une pensée effrayante lui traversa l'esprit. Il ne s'agissait pas d'un simple conflit familial au sujet d'une transaction immobilière. Aucune propriété, aussi précieuse soit-elle, ne valait d'un tel risque, un tel niveau de violence professionnelle. Ses frères et ses sœurs n'étaient pas seulement cupides, ils étaient désespérés. Ils cherchaient quelque chose qu'ils croyaient caché ici, quelque chose dont ils avaient tellement besoin qu'ils avaient engagé des hommes dangereux. Il regarda par la porte ouverte du garage dans la nuit vaste et sombre du Montana. La menace physique avait été écartée, mais un danger bien plus grand et plus sinistre se profilait désormais. Il ne s'agissait plus d'une simple station-service. Il s'agissait de ce que la station-service protégeait, et la recherche désespérée de ses frères et sœurs avait transformé cette guerre froide en une guerre chaude. Le lendemain de l'effraction, le calme était inquiétant. James avait nettoyé le désordre, ses gestes étaient méthodiques et détachés, mais dans son esprit, une tempête de soupçons faisait rage. Le professionnalisme des intrus suggérait un désespoir chez ses frères et sœurs qui allait bien au-delà d'un simple conflit de propriété. Ils avaient une peur de quelque chose, et cette peur les rendait dangereux. Ils ressentaient un picotement constant dans la nuque, comme s'il était observé. Max semblait le ressentir aussi. Le chien ne s'éloignait jamais de lui, telle une ombre grise silencieuse. Son calme habituel avait fait place à une vigilance silencieuse et hyper alerte. Vers midi, une berline gris foncée sans inscription s'est arrêtée à la pompe à essence. Une femme est sortie du côté conducteur. Elle avait une cinquantaine d'années, des yeux intelligents et perspicaces qui semblaient tout embrasser d'un seul regard. Ses cheveux grisonnants étaient coupés avec soin et elle portait un tailleur pantalon gris anthracite pratique, professionnel sans être trop habillée. Elle ressemblait davantage à une professeure d'université ou à une fonctionnaire de rang intermédiaire qu'à une touriste typique du Montana. Elle ne tendit pas la main vers le pistolet à essence. Au lieu de cela, elle se dirigea vers l'entrée du garage où James était censé ranger des outils. Leurs regards se croisèrent à travers l'étendue poussiéreuse. « On m'a dit que le vieux moteur du colonel faisait du bruit », dit-elle d'une voix calme et posée, mais avec une autorité indéniable. James se figea. La phrase était tirée du journal. Ce n'était pas l'un des codes habituels. C'était une phrase prioritaire réservée à un contact de niveau supérieur en cas d'urgence. Son père avait ajouté une note à côté que seul l'agent pouvait lire. Il laissa tomber la clé qu'il tenait dans sa main dans un bruit métallique. Il regarda la femme, puis Max, qui se tenait là et l'observait attentivement sans grogner. Il se contentait de regarder, comme s'il reconnaissait une présence familière. James prit une décision. Il faisait confiance au protocole de son père. Il faisait confiance à son chien. Sans un mot, il fit un signe de tête bref et sec à la femme et lui fit signe de le suivre. Il la conduisit directement à travers le garage jusqu'au panneau caché dans le mur du fond. Il utilisa la clé en laiton et le mur s'ouvrit dans un sifflement, révélant l'ascenseur. L'expression de la femme resta neutre, mais il vit une lueur d'approbation dans ses yeux perçants. Ils descendirent dans le bunker en silence. Lorsque les portes s'ouvrirent, la femme observa le centre de commande bourdonnant avec une aisance familière. « Il gardait cet endroit en parfait ordre, comme toujours, se dit-il. Elle dit enfin, avec une pointe de chaleur dans la voix, « Je m'appelle Reed. Je suis l'agent responsable de votre père depuis 15 ans. » Elle se tourna vers James et lui tendit la main. « Je m'appelle Reed. Je suis l'agent responsable de votre père depuis 15 ans. » Elle dit enfin, avec une pointe de chaleur dans la voix. « Je m'appelle Reed. Je suis l'agent responsable de votre père depuis 15 ans. » Plus que cela, Grant était mon mentor et mon ami. James lui serra la main. Sa poignée de main était ferme et assurée. « Ils ont fait éruption hier soir, » dit-il en allant droit au but. « Ils sont deux professionnels, nous le savons. Nous surveillons cette station depuis la mort de votre père. Nous vous avons vu, nous étions prêts à intervenir si la menace s'intensifiait, mais vous et votre partenaire avez géré la situation avec une efficacité remarquable. » Elle hocha respectueusement la tête en direction de Max, qui était maintenant assis tranquillement à côté de James. « Mes frères et sœurs vous ont envoyé, » dit James. « Il n'y avait aucun doute, » confirma-t-elle. « Et vos soupçons sont fondés, James. Il s'agit de bien plus qu'un simple terrain. »
Votre père n'était pas seulement un gardien passif de cet avant-poste durant ces dernières années, il menait une enquête active. Elle se dirigea vers la console principale et, d'une poignée de touches habiles, l'écran principal s'alluma. Un réseau complexe de noms, de sociétés et de comptes offshore apparut. Deux visages se trouvaient au centre du réseau, Caleb et Isabelle. Son frère Caleb a commencé. Sa voix a pris un ton neutre. Il utilisait son entreprise technologique comme couverture pour vendre des systèmes de guidage militaire et des logiciels interdits sur le marché noir. Sa sœur Isabelle utilisait sa galerie d'art internationale pour blanchir les profits. Ils sont des acteurs clés d'un réseau international très dangereux de trafic d'armes. James fixait l'écran, un sentiment de nausée lui nouant l'estomac. C'était pire que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Sa propre famille faisait le trafic d'armes. Que cherchait-il? Avait-il demandé d'une voix rauque aux hommes la nuit dernière? Legend Reed avait simplement répondu. Son père était en train de monter un dossier contre eux. Il avait répertorié minutieusement toutes leurs transactions, leurs contacts, l'ensemble de leurs opérations. Nous pensons que ces preuves se trouvent dans les journaux qu'il tenait. Elle le regarda. Son expression s'adoucit, laissant apparaître quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Il y a autre chose que vous devez savoir sur le réseau avec lequel ils travaillent. Ils sont spécialisés. Ils ne se contentent pas de vendre des armes. Ils fournissent également des composants sophistiqués aux cellules terroristes et aux groupes insurgés pour fabriquer des engins explosifs improvisés. Elle tapa une autre commande et une nouvelle série d'images apparut à l'écran. Des spécifications techniques, des manifestes de cargaison et une photo haute résolution d'un petit objet argenté. Un détonateur électronique spécialement conçu pour une charge creuse. James sentit son sang se glacer. Le monde autour de lui semblait ralentir. Le bourdonnement des serveurs s'estompa pour devenir un lointain bourdonnement. Il connaissait ce détonateur. Il l'avait vu dans un rapport de mission classifié, un rapport qu'il avait lu une centaine de fois, jusqu'à ce que les mots se fondent en une accusation contre sa propre âme. Il sentit la question lui déchirer la gorge, un murmure rauque et saccadé. Province de Kandahar, il y a 2 ans. La façade professionnelle de l'agent Reed finit par se fissurer. Ses yeux se remplirent d'une profonde tristesse. Elle acquiesça lentement et solennellement. L'analyse médico-légale était concluante. Les composants IED qui avaient tué le sergent Ryan et le reste de son équipe provenaient d'une cargaison rendue possible et financée par les ventes illégales de votre frère. La vérité fut un coup physique. Elle lui coupa le souffle et le laissa haletant. Le chagrin qu'il avait tenté de noyer pendant 2 ans, la culpabilité qui le rongeait, tout revenait, mais sous une forme nouvelle, monstrueuse. Ce n'était pas seulement la guerre, ce n'était pas seulement la malchance, c'était sa famille, la cupidité de son frère, l'ambition de sa sœur. Ils avaient vendu l'arme qui avait tué son meilleur ami. Une vague d'orage pur et noir le submergea si violemment qu'il en trembla. Il frappa du poing contre la console. La douleur était une distraction bienvenue qui le détournait de l'angoisse qui lui tordait le cœur. Il sentit un museau humide se presser contre son poing serré. Il baissa les yeux. Max le regardait et gémissait doucement. Son corps se pressait contre la jambe de James. Le chien pouvait sentir sa douleur, sa rage. La tempête qui faisait rage en lui s'apaisa aussi vite qu'elle était venue, laissant place à une détermination aussi dure que le diamant et aussi froide que la glace. L'homme torturé et brisé avait disparu. Il ne restait plus que le soldat. Il se tourna vers l'agent Reed, le regard clair et calme. « Les preuves de votre père pourraient faire tomber toute leur organisation. »« Apportez-les, dit-elle doucement. Il voulait les remettre aux fédéraux avant de mourir. Elles sont probablement toutes dans le journal sur lequel vous travaillez. » James se dirigea vers la table où il avait posé le journal. Il le prit. Son poids lui semblait différent maintenant. Ce n'était plus seulement un mystère à résoudre, c'était une arme prête à être. Tout est probablement dans le journal sur lequel tu travaillais. James s'approcha de la table où il avait posé le journal. Il le prit dans ses mains. Son poids semblait différent maintenant. Ce n'était plus seulement un mystère à résoudre, c'était une arme prête à être utilisée. Il ne s'agissait plus de protéger un héritage, mais de venger son frère. Il regarda l'agent Reed droit dans les yeux. « Dites-moi ce dont vous avez besoin. » Le bunker devint le centre de leurs opérations pendant plusieurs jours. James et l'agent Reed travaillèrent côte à côte. Leur coopération était parfaite.
Mélange de sa connaissance intime des méthodes de son père et des ressources de leur agence. Ils ont déchiffré les dernières couches du code et toute l'étendue de la trahison de son frère s'est répandue sur les écrans. Le journal était un registre méticuleux de mort et de cupidité, des bordereaux d'expéditions de technologies classifiées, des noms cryptés de contacts et des coordonnées bancaires des comptes offshore où l'argent du sang était caché. C'était la preuve irréfutable. Nous allons bientôt les attaquer, a déclaré l'agent Reed d'une voix tendue en téléchargeant les dernières données décryptées sur un serveur sécurisé. Notre enquête ébranle leur réseau. Ils vont se douter de quelque chose. Restez en alerte maximale. James n'a pas besoin d'être prévenu. Il le sentait dans l'air, une tension palpable, la sensation d'un filet qui se resserrait. Max et lui étaient devenus inséparables. Le chien était une présence apaisante, constante, dans un monde devenu dangereusement instable. Le coup est tombé par un après-midi froid et clair. James était dans le garage en train de changer l'huile de son camion, une simple tâche pour se changer les idées. Max était couché juste à l'extérieur de la porte de chargement ouverte, profitant du faible soleil d'automne. James était sous le camion lorsqu'il entendit un sifflement sourd, comme un fusil à air comprimé silencieux. Il pensa que c'était le vent, mais un instant plus tard, il entendit le bruit d'une voiture roulant à toute vitesse sur l'autoroute. Il se glissa hors du camion et s'essuya les mains sur un chiffon. Max, il l'appela pour lui dire de rentrer. Pas de réponse. L'endroit où le chien était couché était vide. Une peur froide, vive et immédiate le traversa. « Max » cria-t-il. De panique. Il courut dehors et fouilla le terrain vague. Rien. Il fit le tour de la station-service. Son cœur battait à toute rompre dans sa poitrine, à un rythme effréné et désespéré. Il s'apprêtait à retourner à l'intérieur lorsqu'il aperçut un reflet métallique dans les hautes herbes au bord de la route. Il s'agenouilla. C'était une petite fléchette tranquillisante usagée. Une goutte de liquide clair collait encore à l'aiguille. Le monde se mit à tourner autour de lui. Ils l'avaient emmené. Ils avaient emmené son chien. Avant que la rage ne le submerge, son téléphone sonna. Le numéro était masqué. Il répondit. Sa main se crispa en un poing si serré que ses jointures blanchirent. « Bonjour, James, dit Caleb d'une voix neutre, sans émotion, d'un ton froid et stérile. J'espère que vous avez remarqué. Votre compagnon a disparu. Où est-il? Grogna James d'un ton menaçant. Si vous lui faites du mal, il n'aura rien, l'interrompit Caleb. Pour l'instant, sa santé future dépend de vous. Tu as les journaux intimes de notre père en ta possession. Tous. C'est la seule chose de valeur dans tout ce tas de ferraille. Tu les apporteras à l'ancienne scierie Oak Haven. Tu as 1 heure. La scierie était une propriété abandonnée à quelques kilomètres de la ville. Un squelette de bois pourri et de métal rouillé. Viens seul, continua Caleb. Sa voix se réduisit à un murmure venimeux. Pas de police, personne de l'agence pour laquelle travaillait ton père. Si nous voyons quelqu'un d'autre, nous saurons que tu es suivi. Le marché est rompu et le chien paiera le prix de ton erreur. 1 heure, James. La ligne fut coupée pendant un instant, un moment brûlant. James était consumé par une rage furieuse. Il voulait monter dans son camion, se rendre à la scierie et mettre son frère en pièces à main nue. Il voulait venger Ryan, son père, et maintenant Max. Mais son entraînement reprit le dessus. La rage était un risque. La mission était tout ce qui comptait. La mission, c'était Max. Il ne monta pas dans son camion. Il se retourna et courut vers le garage, vers l'ascenseur caché, vers le bunker. Il appuya violemment sur le bouton d'urgence de la console. Une ligne directe. À l'agent Reed, il a le chien, dit James dès qu'elle répondit. La voix tendue et contrôlée. Caleb à Max, il veut les journaux intimes, l'ancienne scierie. 1 heure. La réponse de l'agent Reed fut immédiate et professionnelle. Restez où vous êtes. Mon équipe sera là dans 5 minutes. Nous avons déjà un drone en route vers la scierie. Il ne le verra pas. Fin. Quelques minutes plus tard, l'agent Reed et une équipe de 4 secouristes, calmes et sérieux, étaient dans le bunker avec lui. Sur l'écran principal, une image thermique en direct prise par le drone montrait 2 signatures thermiques dans le bâtiment principal de la scierie. C'est un échange d'otages, dit Reed, les yeux rivés sur l'écran. Ils ont toutes les cartes en main, mais ils ont commis une erreur. Ils vous ont donné une raison de venir les chercher. J'y vais, dit James. Ce n'était pas une demande.
Reed le regarda et ne vit pas un civil en deuil, mais un opérateur concentré. Vous y allez seul comme prévu. Vous serez responsable du son. Wired, mon équipe sera en position, prête à intervenir à votre signal. Votre cible est l'objet. James, sécurisez le chien, nous nous occuperons de vos frères et sœurs. La scierie était une cathédrale en ruine qui sentait la sueur et la pourriture humide. James entra dans le bâtiment principal caverneux, portant une lourde mallette contenant des livres de code. Au milieu de la pièce, éclairée par la lumière crue d'un projecteur portable, se tenaient Caleb et Isabelle, deux gardes engagés derrière eux dans l'ombre, et sur le côté, dans une grande cage pour animaux, se trouvait Max, couché sur le côté. Ses mouvements étaient hésitants, mais il leva la tête et gémit lorsqu'il vit James. « Les magazines, dit Caleb en montrant la mallette. Le chien répondit le premier. James, sa voix résonnant dans la vaste pièce, ce n'était pas le marché. Isabelle siffla, son élégant masque se fissurant pour révéler la cupidité et la peur qui se cachaient derrière. James fit un pas lent vers l'avant, les yeux fixés sur l'assistant personnel de son frère. Il vit le visage de l'homme dont la cupidité avait financé la bombe qui avait tué Ryan. Il sentit la rage monter en lui, une vague brûlante de vengeance. Il pouvait donner le signal. L'équipe de Reed prendrait d'assaut le bâtiment, mais dans le chaos, tout pouvait arriver à Max et au fond de lui, il savait qu'il devait être celui qui mettrait fin à tout cela. Il devait choisir la vengeance ou la mission. Il repensa au rire insouciant de Ryan, à la confiance que lui accordait son père. Il regarda Max, son fidèle ami, piégé dans une cage à cause du poison de cette famille. La justice était pour Ryan, la mission était pour Max. « Très bien, » dit James d'une voix calme. Il posa la maillette sur le sol et la poussa vers elle d'un coup de pied. « Vous avez ce que vous vouliez. » Alors que Caleb se baissait pour ouvrir la maillette, James donna le signal. Une légère toux, mais il n'attendit pas. Il se mit en mouvement. Il explosa en une action fulgurante, non pas contre Caleb, mais contre le garde le plus proche de la cage de Max. Il se déplaçait avec l'efficacité brutale d'un rangé, un tourbillon de force contrôlé. Il désarma le garde en deux mouvements rapides, l'envoyant valdinguer contre un tas de vieux bois. Le deuxième garde leva son arme, mais il était trop tard. Depuis les poutres sombres au-dessus d'eux, deux silhouettes de l'équipe de Reed descendirent le long de cordes. Silencieusement et rapidement, d'autres agents firent irruption par les entrées. Tout fut terminé en quelques secondes. Caleb et Isabelle restèrent figés, encerclés par les agents qui menottaient son frère. James et Caleb se regardèrent. Il ne vit aucun remords sur le visage de Caleb, seulement une haine froide et venimeuse pour le frère qui l'avait frappé. James l'ignora. Il se dirigea vers la cage et tâtonna avec le loquet. Il ouvrit la porte. Max tituba en sortant. Encore étourdi par le sédatif, il appuya sa tête lourde contre la poitrine de James. Gémissant doucement, James s'agenouilla et enlaça son ami, enfouissant son visage dans son épaisse fourrure. « Je te tiens, mon garçon, » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je te tiens. » Il avait fait son choix. Il n'avait pas appuyé sur la gâchette. Il n'avait pas cédé à la haine. Il avait accompli sa mission. Il avait sauvé son partenaire et, ce faisant, s'était enfin sauvé lui-même. Les conséquences du raid sur la scierie furent rapides et décisives. Dans l'environnement stérile et silencieux du bunker, l'agent Reed interrogea James, calme et concentré. Les journaux intimes, le testament de son père, étaient la clé qui avait permis de démanteler toute l'organisation criminelle. La nouvelle fit de l'effet d'une bombe. Les journaux à travers tout le pays titraient sur l'histoire de ses frères et sœurs millionnaires, un magnat de la technologie et une marchande d'art mondaine qui étaient des cerveaux d'un réseau international de trafic d'armes. Les articles mettaient en avant la source choquante des preuves, une enquête minutieuse menée par leur propre père, le colonel Grant Vance, héros de guerre décoré, un homme qui avait apparemment découvert la trahison de ses enfants dans ces dernières années. Reed avait promis que ce serait rapide et définitif. Caleb et Isabelle, ainsi que leurs principaux associés, ont été arrêtés. Leurs avoirs ont été gelés et leur réseau systématiquement démantelé. La menace était écartée, le danger éliminé. Le véritable poids de son héritage reposait désormais sur James. Guidé par les registres financiers détaillés de son père et avec l'aide discrète de l'agent Reed et d'une équipe d'avocats de confiance, il navigua dans les méandres juridiques pour mettre la main sur la fortune de 200 millions de dollars.
Pour la première fois, il n'était plus seulement le gardien d'une installation secrète, mais l'administrateur d'un immense pouvoir. La question qui avait tourmenté son père le tourmentait à présent. Que faire de tout cela? La réponse, lorsqu'elle vint, fut aussi claire et vraie que la confiance dans les yeux de son chien. 6 mois plus tard, James était assis dans un bureau moderne et lumineux en ville, le genre d'endroit où il se serait autrefois senti complètement déplacé, mais il était assis avec une confiance sereine, le dos droit, le regard clair et déterminé. En face de lui se trouvait l'agent Reed et un homme aux cheveux argentés vêtu d'un costume élégant, l'exécuteur testamentaire de son père. Sur la table, entre eux se trouvait une épaisse pile de documents. Au pied de James, comme toujours, était couché Max, la fondation Ryan Vance. L'avocat lisait le document constitutif, une organisation à but non lucratif dédiée à la réadaptation des anciens combattants. Il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Grâce à la formation et à l'hébergement d'animaux de service spécialisés dans un refuge solide, le Corsair, qui est un papillon de nuit. James regarda l'agent Reed, qui lui adressa un petit sourire fier. Il avait travaillé avec elle pendant des semaines pour concrétiser sa vision. Il pensa aux innombrables anciens combattants comme lui qui s'étaient perdus dans le silence et la solitude qui suivaient la guerre, noyant leur âme dans tous les poisons qu'ils pouvaient trouver. Et il pensa à Max le gardien, qui avait veillé sur son âme et refusé de le laisser sombrer. La Fondation se procurera principalement des chiens dans des refuges. James expliqua son projet d'une voix pleine d'une passion qu'ils ne se connaissaient pas. Cela leur donnera aussi un nouveau but. Nous les dresserons et les confierons gratuitement à un ancien combattant. Nous leur donnerons un partenaire, un gardien, une raison de se lever le matin. Il se pencha et posa sa main sur la tête de Max. Je sais que ce programme fonctionne, car j'en suis le premier exemple de réussite. Il prit le stylo et signa les documents d'un trait. La fondation Ryan Vance était née. La fortune secrète de son père, gagnée dans l'ombre d'une guerre cachée, allait désormais servir à apporter la lumière. C'était un héritage de guérison, un hommage à l'ami qu'il avait perdu et au père qu'il avait trouvé. Le printemps était arrivé dans le Montana, redonnant vie à cette terre froide. La station de service à la lisière d'Oak Haven n'était plus Tombstone, elle renaissait. Le béton fissuré avait été refait. Les pompes rouillées avaient été remplacées par des pompes modernes. Le magasin avait été rénové. Ses vitrines étaient désormais d'une propreté éclatante. Ses étagères étaient remplies de produits frais et d'un petit comptoir à café accueillant. Tout le magasin bourdonnait d'une énergie potentielle tranquille en cet après-midi chaud et ensoleillé. James se tenait dehors avec Max et regardait 2 hommes installer avec soin une nouvelle enseigne en bois faite à la main. Les lettres défraîchies de Vance's Gas Station avaient disparu à jamais, étaient disparues à jamais. La nouvelle enseigne, en lettres vertes élégantes, indiquait « Grant and Ryan Memorial Rest Stop » et, en dessous, en lettres plus petites, « Fuel Coffee », un lieu de repos. C'était plus qu'un nouveau nom, c'était une déclaration. Elle rendait hommage au père discipliné et dévoué qui avait veillé seul pendant 30 ans, et elle rendait hommage à l'ami courageux et rieur dont le souvenir n'était plus une source de culpabilité, mais une source d'inspiration. Le premier client officiel, dont la plaque d'immatriculation indiquait qu'il venait d'un autre État, s'arrêta. Une famille en descendit et les enfants en riant et en montrant du doigt le grand chien noble assis près de la porte. Le père, un homme de l'âge de James, lui fit un signe de tête. « C'est un bel endroit, dit-il. »« Merci, » répondit James, et le sourire qui illumina son visage était sincère et naturel. Il était débraillé. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait derrière les pics escarpés et que les montagnes commençaient à s'enfoncer, James se tenait dehors, une tasse de café chaud à la main. La station de service était l'héritage de son père, héritage de son père. Le bunker secret sous la terre, un devoir qu'il avait accepté avec honneur. Les fondations avaient été posées par Ryan, la promesse que son sacrifice apporterait l'espoir à d'autres, et la paix tranquille qu'il ressentait maintenant dans son cœur lui appartenait. Il baissa les yeux vers Max qui se tenait à côté de lui, leurs épaules se touchant, leurs regards fixés sur le même horizon magnifique et infini. Il avait hérité d'une ruine et d'une fortune, mais ce chien, ce partenaire silencieux et fidèle, l'avait conduit à son véritable héritage. Une seconde chance, une nouvelle mission,
Une vie reconstruite à partir des cendres, fondée sur le sacrifice, fortifiée par la loyauté et destinée à un nouvel avenir. Le voyage de James et Max nous rappelle que parfois, les blessures les plus profondes ne sont pas guéries par le temps, mais par une loyauté si pure qu'elle ne demande rien en retour. Cela nous montre que même lorsque nous nous sentons perdus, un ami fidèle peut nous guider vers la lumière et nous aider à trouver une nouvelle mission qui vaut la peine d'être défendue. Si un animal a déjà été votre protecteur ou votre guide, nous serions très honorés de lire votre histoire dans les commentaires ci-dessous. En partageant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne, vous nous aiderez à continuer de célébrer ces liens incroyables de guérison et d'espoir, et votre prochain voyage avec nous peut commencer dès maintenant dans la nouvelle histoire qui apparaît sur votre écran. Indem Sie dieses Video teilen und unseren Kanal abonnieren, helfen Sie uns, diese unglaublichen Bindungen der Heilung und Hoffnung weiter zu feiern, und Ihre nächste Reise mit uns kann jetzt in der neuen Geschichte beginnen, die auf Ihrem Bildschirm erscheint.